Voilà, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Et où est-ce qu'on voit qui est connecté? Non, on n'enregistre pas. Ouais. Bonjour à tous, le webinaire va bientôt commencer, il est 11 heures. Bienvenue à ceux qui commencent à se connecter. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer la présentation, le temps que tous les invités puissent nous rejoindre. Pour ceux qui sont déjà là, notre conseil, c'est de vous mettre dans une situation confortable, d'aller chercher un petit café, de vous installer dans un siège qui vous convient et nous commencerons d'ici quelques minutes. À tout de suite. Bonjour aux participants qui se sont connectés. Soyez les bienvenus. Il vous reste encore une petite minute ou deux. Nous commencerons le webinaire aux alentours de 11h05 pour attendre que la totalité des inscrits et des participants aient le temps de nous rejoindre. Entre-temps, vous avez le temps de vous servir un petit café et de vous installer confortablement. Nous allons très bientôt démarrer. À tout de suite.
Donc, rebonjour à tous et bienvenue aux dernières personnes qui viennent de se connecter. Nous démarrons maintenant ce webinaire concernant les leviers pour adapter votre masse salariale en binôme entre une fonction RH et une fonction finance. Donc, peut-être, Marie, nous pourrons nous présenter. Alors, donc, moi, c'est Marie Bouedec-Ménard, donc je suis directrice générale de référence DAF, donc, qui met à disposition des directeurs financiers à temps partagé pour les PME et ETI. Et je suis Pierre Binet, je dirige l'activité DRH en temps partagé augmenté, également pour les PME et ETI. Nous faisons partie du groupe référence que nous vous présenterons en fin de webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire sur les 4 leviers pour adapter votre masse salariale? Actuellement, la période que nous vivons, période de crise sanitaire, est porteuse d'incertitude. Or, l'incertitude est une situation particulièrement difficile à appréhender pour l'esprit humain. Nous sommes plutôt faits pour faire face à des situations risquées, où le risque, nous savons l'analyser avec une probabilité d'occurrence et avec une force d'impact et mettre en face des plans d'action. L'incertitude, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur et pour les dirigeants d'entreprise, nécessite de prendre des mesures et de rassurer les collaborateurs. Donc, notre réponse est sur les fonctions qui nous intéressent, d'apporter un éclairage qui porte sur le fait de travailler main dans la main entre une fonction DAF et DRH pour trouver les leviers qui permettent à la fois de sécuriser vos talents, c'est le plus important, et aussi d'aller trouver la bonne respiration, les bons amortisseurs au niveau financier. Ces leviers, la première étape, nous allons l'aborder ensuite ensemble, on les identifie dans un plan, mais notre analyse avec Marie est que le plan, c'est une chose fondamentale, mais le principal risque réside dans l'exécution de ce plan. Donc, la troisième partie de cette présentation portera sur comment mettre en œuvre ce plan qui consiste à sécuriser les compétences et à agir sur la masse salariale. Et enfin, à lister les freins potentiels, les risques, pour que vous ayez les réflexes opérationnels sur comment faire face à cette situation et à ce projet. Alors, comme Pierre l'a dit, nous sommes ici dans un monde d'incertitude très fort. Et donc, tout l'enjeu d'un point de vue financier, en tous les cas, c'est de pouvoir réduire et flexibiliser les coûts. On ne connaît pas l'ampleur de la crise, donc il est très difficile de faire on peut faire des worst case, on peut faire plein de scénarios possibles, mais ce qui est important, c'est de se dégager les marges de manœuvre et avoir des amortisseurs au cas où certains scénarios se concrétiseraient. Et ça, il faut pouvoir le faire tout en préservant sa compétitivité et ne pas mettre en danger sa pérennité. Donc ça, c'est vraiment les 2 éléments très importants. Et préserver sa compétitivité, ça peut vouloir dire d'agir d'une part sur les charges, comme vient de l'évoquer Marie, mais c'est aussi potentiellement d'envisager un retournement d'activité, de faire évoluer le business model, et dans ce cadre-là, d'avoir au niveau des ressources humaines et des équipes dans l'entreprise, de bien identifier les compétences dont on a besoin aujourd'hui, demain matin et après-demain. Donc concrètement, de se placer sur le temps long et de bien adapter en fonction des exigences court terme sur les charges, mais aussi de comment on opérera le business de demain. Et tout ça, ça se pense et ça se met en place progressivement. Et il y a un sujet qui est très important aussi à aborder, c'est de pouvoir faire un bilan de la crise. Les équipes dans beaucoup d'entreprises, en tout cas on l'a constaté chez nos clients, ont pu être surprenantes sur plein de sujets, trouver, on dit souvent en France qu'on avait le droit du système D, et c'est pas complètement faux. Des initiatives issues du terrain peuvent être riches d'enseignements sur comment opérer demain. On parle beaucoup de télétravail, on parle aussi beaucoup de transverse, beaucoup de coordination, de feedback et ainsi de suite. L'objectif, quand on se projette sur les mois qui viennent, c'est aussi de faire le bilan et de voir ce qu'ont su faire les équipes ensemble et de le pérenniser. Et
pour la partie qui fonctionne bien, et pour la partie qui fonctionne moins bien, aussi savoir dire stop. Typiquement, je vous prends un exemple, le télétravail, c'est effectivement une nécessité et un moyen important pour faire face à la crise Covid, répondre aux exigences sanitaires émises par les administrations. Néanmoins, il faut aussi qu'il y ait des limites. Quand il y a besoin de se rencontrer, quand il y a besoin d'être disponible en équipe, trouver aussi les moyens d'organiser le travail en commun pour rester dans la performance et l'efficacité, tout en maintenant la protection des collaborateurs. Enfin, dernier point, évidemment, dans cette présentation, nous allons aborder des techniques pour réduire la masse salariale. Un message très important à passer aux équipes, c'est aussi de les rassurer. Donc, au niveau ressources humaines, on travaille sur de la flexibilisation, d'accord. On travaille aussi sur du long terme pour maintenir l'emploi et pour faire évoluer les compétences de nos collaborateurs d'aujourd'hui. Donc, le message, très attention, faire très attention au message que l'on passe aux équipes. Nous nous plaçons dans le temps long. Le temps long, le message que l'on passe aux équipes, c'est le dirigeant, la direction d'entreprise absorbe une partie de cette incertitude pour donner des pistes de travail aux équipes et les rassurer sur le temps long. L'entreprise perdurera et nous travaillons à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Alors, donc évidemment, préserver des marges de manœuvre et de la flexibilité pour faire face à des situations qui ne sont pas connues à l'avance, c'est extrêmement important et ça nécessite un duo efficace entre la DRH et la DAF donc pour mettre en œuvre cette stratégie de la flexibilité. Donc, la première chose à faire d'abord, c'est de fixer les objectifs. Finalement, beaucoup de sociétés aujourd'hui avaient un modèle assez établi et n'ont pas su faire face à une baisse d'activité de l'ordre de moins 20, moins 30%. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'horizon de temps? Est-ce qu'on doit absorber sur combien de temps? Est-ce que c'est un changement de business model qui est profond et auquel cas il faut restructurer complètement toutes les charges de personnel pour faire face? Est-ce qu'on a plutôt un objectif de cash ou un objectif de rentabilité court ou moyen terme? Toutes ces questions, il faut être capable d'y répondre avec le dirigeant, avec la direction financière et avec le DRH. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce cadre un petit peu global, des objectifs à court, moyen terme, et puis aussi les objectifs d'arbitrage entre cash et la rentabilité, on peut exécuter un plan qu'on va définir avec le directeur des ressources humaines. Et ensuite, tout au long de ce plan, comme l'a dit Pierre, l'exécution est absolument clé. Il n'y a aucun plan qui va vraiment se manifester dans la réalité. C'est pas vrai, c'est impossible, surtout dans des moments d'incertitude que l'on vit. Donc, il faut être prêt à ajuster les hypothèses en permanence, ajuster le modèle et communiquer efficacement entre tous les intervenants du comité de direction et notamment DAF et DRH pour faire les arbitrages nécessaires. Il peut, au fur et à mesure des négociations ou des leviers qui sont activés, et puis y avoir des solutions qui finalement vont nécessiter plutôt un impact cash ou un impact de rentabilité, plutôt court, plutôt moyen terme. Voilà. Donc, tout ça, ça dépend. Il y a aussi des charges qui peuvent être non déductibles, d'autres qui sont déductibles. Donc, ça peut aussi avoir des impacts sur la modélisation. Donc, tout ça, chaque solution doit être étudiée pour voir où est-ce qu'on place le curseur et quels sont les impacts. Et réajuster le plan éventuellement si besoin. Donc, ça, c'est très important. Il y a évidemment, entre le tableur Excel et la réalité, il y a quand même un monde de l'exécution qui doit se mettre en place. De temps quand nous touchons à l'humain. Exactement, tout à fait. Voilà. Alors justement, nous parlons de mettre en place un plan et ensuite de concevoir un plan puis de le mettre en œuvre. Comme l'a abordé Marie, le faire ensemble, DAF-DRH, permet de prendre les bons objectifs au bon niveau et ensuite de le mettre en place progressivement et de piloter les deux côtés du PNL, c'est-à-dire où en est l'activité, où en sont les charges, à quelle échéance doit-on agir. Et quand on ajoute un petit peu de complexité, si le business model change, si en plus il y a des investissements à prévoir, cela vient ajouter un peu de sel à notre réflexion. Tout à fait. Alors,
Quels sont les axes? Flexibiliser la masse salariale, ça peut vouloir dire agir à effectif constant, ça peut vouloir dire agir sur l'effectif, et ça peut vouloir dire agir sur nos partenaires, nos fournisseurs, et sur chacun de ces éléments-là, quelles sont les compétences sur lesquelles nous agissons. Est-ce qu'on va en perdre? Est-ce qu'on va en gagner? Si on réduit le nombre de fournisseurs, il va falloir travailler sur les compétences en interne de nos équipes. Si on regroupe deux équipes, idem, et quelles sont les conséquences de tous ces éléments-là. Une fois qu'on a placé ces enjeux, le premier sujet, mettons sur la table, c'est tout simplement de travailler sur la rémunération. Alors, travailler sur la rémunération, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, en priorité, travailler sur la rémunération de nos commerciaux. Aujourd'hui, l'incertitude quant au business, on peut agir dessus en étant meilleur sur la commercialisation de nos produits. Ça peut paraître contre-intuitif, mais peut-être que donner un petit peu plus à nos commerciaux pour qu'ils nous rapportent plus, ça peut être un axe important. Ensuite, sur les équipes qui sont en réduction d'activité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit sur le temps de travail? Est-ce qu'on agit sur la REM? Est-ce qu'il y a des variables sur lesquelles nous pouvons contractuellement réduire les montants versés? Tous ces éléments-là doivent être absolument posés sur la table. Le mot à la mode a été les accords de compétitivité. Pourquoi pas? Ça permet d'agir de façon structurelle au regard de la performance d'ensemble de l'entreprise. Nous, notre démarche, elle est très PME et très pragmatique. Donc, avant d'aller sur des sujets qui sont complexes, très larges et qui vont avoir un impact systémique sur l'entreprise, notre réponse, elle est d'abord de regarder sujet par sujet. Donc, la rémunération par équipe. La rémunération par équipe, c'est les commerciaux, regarder là où les variables doivent être versées ou non, agir sur le temps de travail. Typiquement, si on sait qu'on va avoir moins besoin d'une équipe dans la durée, eh bien, le dire, voir comment on fait sur cette équipe particulièrement. Assessment des compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des équipes avec des compétences qui sont poreuses, de voir comment est-ce qu'on peut justement faire intervenir l'équipe un peu plus sur un sujet sur lequel elle n'intervenait pas historiquement. Ça permet tout simplement de faire plus avec moins. Est-ce qu'on utilisait historiquement est-ce qu'on avait recours, à la main-d'œuvre externe? Est-ce qu'on ne peut pas réduire ces éléments-là et staffer avec les équipes en interne? Ensuite, les départs individuels. Alors, les départs individuels, c'est important de bien cibler. Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est effectivement là où il y a des réductions d'activité. On peut parfaitement recourir à des licenciements pour raisons économiques, individuellement. Il y a un autre sujet, c'est que au cours de la période de confinement, des comportements individuels ont pu aussi poser problème. Nous savons tous en France, le recadrage est quelque chose de compliqué. S'il faut agir sur du disciplinaire, au moment où on va agir sur la masse salariale, c'est peut-être le moment de se poser ces questions-là et d'agir. C'est pas drôle, mais il faut le faire. L'activité partielle, les dispositifs changent au fur et à mesure, ils ont changé dernièrement. C'est important de regarder pourquoi on le fait, pour quelle équipe on le fait, et au regard de quelle contrepartie en termes de maintien d'emploi ou de formation. L'activité partielle est une arme à double tranchant parce qu'on dit à des gens de rester chez eux alors qu'on va les rémunérer quasiment à 100%. Il y a beaucoup d'entreprises qui compensent en fait tout ce que l'État ne verse pas. Et ensuite, comment garder les équipes mobilisées, comment leur dire de retourner au travail alors que pendant un mois, 2 mois, 3 mois, la rémunération a été touchée sans forcément contrepartie de travail. C'est vraiment une arme à double tranchant. Quand ça devient structurel, notre point de vue, c'est qu'il vaut mieux agir sur le structurel. L'activité partielle doit rester une réponse conjoncturelle et de penser tout de suite le comment on retourne à un niveau d'activité. On sait que l'horizon peut être difficile à placer dans le temps, c'est la définition de l'horizon, mais c'est important de se dire comment est-ce qu'on revient ensuite à une activité pleine, comment est-ce qu'on s'assure derrière
de répondre à l'exigence de performance des équipes qui étaient en activité partielle. Accord de performance, c'est le sujet, c'est de dire, pour permettre à l'entreprise de passer ce cap, nous allons devoir soit réduire des rémunérations, soit réduire du temps de travail. Donc, c'est d'agir de façon structurelle à l'échelle de l'entreprise pour maintenir l'emploi ou pour maintenir la pérennité de l'entreprise, avec en contrepartie une réduction du socle social. L'accord de performance a un vrai impact sur l'entreprise, sur les équipes et sur l'engagement. Donc, une grande partie de la présentation que nous faisons aujourd'hui, nous proposons, c'est de se focaliser sur la pérennité de vos compétences clés. Attention, le fait de mettre en œuvre un accord de performance, on peut très bien voir sur le papier les contreparties qu'on va avoir. C'est quelque chose à mettre en œuvre avec beaucoup de toucher de balle et en étant très clair sur le risque sur les personnes clés. Rupture conventionnelle collective. Vous le savez, il est possible de faire des ruptures conventionnelles individuelles, on peut le faire de façon collective. Il y a des effets de bord à ces choix-là. Le premier, c'est le même que l'accord de performance, c'est qu'est-ce qu'on va passer comme message aux équipes, et le second, c'est de le périmétrer de façon efficace. On peut périmétrer à une direction, à une équipe, et de bien savoir pourquoi on le fait. Les actions individuelles, les actions sur la rémunération, sur le temps de travail, on s'est généralement expliqué. La rupture conventionnelle collective, l'entreprise et les gens sortent du bois, c'est-à-dire qu'il faut communiquer à l'échelle de l'entreprise. On va aborder ça ensuite. Enfin, les licenciements économiques, le titre fait un peu peur. On peut l'utiliser en étant assez chirurgical, de façon relativement efficace. C'est contre-intuitif, mais en fait, le licenciement économique peut être utilisé même sur des effectifs relativement réduits, et ça peut être un bon moyen ça peut être un bon effet de levier lorsqu'on a une activité en réduction, lorsqu'on a une entité au sein d'un groupe qui ne va pas très bien. C'est peut-être un outil qui est mal utilisé, je pense en France, et avec un bon mot d'RH, un bon toucher de balle, on peut utiliser le licenciement économique dans des situations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc, l'un de nos conseils, c'est regarder bien les conditions de mise en œuvre du licenciement économique. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mode surprise. Et surtout, sécuriser les compétences clés dans tous ces dispositifs. Merci Marie, nous sommes à contre-emploi tous les deux. Effectivement, quel que soit l'axe de travail choisi, notre recommandation, c'est de toujours se poser la question de sécuriser les compétences clés et les personnes clés au sein de l'entreprise. Vous allez agir sur votre masse salariale, ça va se voir. Qui doit-on garder? Quelles sont les actions individuelles et collectives que nous mettons en œuvre pour s'assurer que le business va perdurer? Et alors moi, j'ajouterai une dernière chose, c'est aussi l'occasion finalement de changer la structure de rémunération, peut-être plus sur le long terme. Quand on dit travailler sur les rémunérations, réfléchir à nouveau sur la structure des contrats de travail entre le fixe et le variable. Peut-être que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais c'est fondamental pour aussi lier donc la partie variable à des objectifs vraiment quantitatifs et qualitatifs. Donc ça, c'est aussi un travail avec le DRH, évidemment, et les managers. Mais sur le long terme, ça permet de réengager les collaborateurs vers des objectifs très concrets, et aussi en même temps de faire face à une réduction d'activité temporaire et donc un amortisseur tout à fait naturel. Si aujourd'hui, dans votre entreprise, vous avez 100% des contrats de travail qui sont en fixe, clairement, vous n'avez aucun amortisseur sur la masse salariale. Si demain, vous arrivez à avoir 80% de fixe et 20% de variable, vous avez 20% d'amortisseur dans votre masse salariale. Et ça suffit à absorber déjà une partie de la baisse d'activité. Voilà, donc ça, c'est peut-être du long terme, mais une crise comme ça peut aussi faire réfléchir sur le mode de rémunération, même des fonctions support. Il ne faut pas penser que le variable, c'est uniquement pour des fonctions commerciales. On peut penser à des indicateurs très concrets dans les fonctions support, et ça aussi génère des discussions dans les équipes sur comment être meilleur dans son travail. Tout à fait, et pour illustrer
ce point. Chez l'un de nos clients, nous avons revu avec le DAF, donc DRH, DAF, la structure de rémunération dans l'entreprise. D'une part, pour sécuriser les talents et là où les collaborateurs étaient sous-payés ou étaient en dessous du marché, et singulièrement, en plus, ceux qui étaient, dans l'exemple que je vous donne, ceux qui étaient en dessous du marché sont en plus des gens très engagés et absolument essentiels à l'activité. Donc, d'avoir un plan pour faire progresser salarialement ces équipes-là. Et à côté de cela, nous avons fait un plan à 5 ans sur l'augmentation de la masse salariale au regard du business plan, en nous focalisant sur des augmentations qui soient plutôt sur les parts variables pour atteindre à terme une masse critique d'environ 10 à 12% à l'échelle de l'entreprise. Donc, nos messages sont de flexibiliser. Si vous avez la capacité à vous projeter, si vous avez de la visibilité, que ce soit grâce à un actionnariat stable, grâce à du cash, que sais-je, c'est important aussi de se placer sur le temps long pour pouvoir agir sur les leviers du court terme et du long terme. Alors, au niveau de la mise en œuvre, on vous a beaucoup parlé de la partie risque. Elle est vraiment située, le risque dans cette situation-là, c'est vraiment un risque d'exécution et les messages qu'on va passer au sein de l'entreprise. On vous a passé déjà le message plusieurs fois, déjà se focaliser sur ceux qui restent et parmi ceux qui restent, les compétences clés. Quel message on va leur passer? Comment est-ce qu'on communique de façon globale? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est important de rappeler les valeurs de l'entreprise. C'est important de rappeler le business model de l'entreprise. Et s'il va changer, où est-ce qu'on va demain? Ça montre la profondeur de la réflexion. Donc, il y a les communications de façon collective. Et ensuite, la communication individuelle vis-à-vis des personnes clés, vis-à-vis des relais d'opinion dans l'entreprise. C'est important de comprendre comment transite l'information dans l'entreprise, qui sont les personnes que l'on écoute et d'anticiper avec ces gens-là. Et un sujet clé, c'est l'attitude du dirigeant pendant les mois qui viennent, de préparation et de mise en œuvre. Tout ce qu'il va dire, sa posture, sa façon de faire, sa présence, son absence vont être interprétés. Donc, notre position est de dire que le DRH, dans cette situation-là, doit se positionner comme un coach et regarder de façon de parler, hein, mais en tout cas, être en capacité d'accompagner le dirigeant sur sa posture et de lui donner des retours d'expérience, des retours terrain, d'avoir des bons radicules au sein des équipes pour percevoir comment la situation est perçue, comment la communication est perçue, et de travailler le discours, de travailler la posture, de travailler la présence du dirigeant. Tout ce qui va faire va être clé. Sur les aspects finances. Sur les aspects finances, évidemment, il faut suivre en temps réel les derniers arbitrages, les dernières options qui ont été retenues et donc adapter le modèle pour comprendre quels sont les impacts financiers à la fois court terme, moyen terme et long terme sur les aspects rentabilité et cash. Voilà. Donc, il faut regarder de manière globale, avoir un modèle qui est assez flexible et qu'on peut mettre à jour rapidement. Il y a des décisions qui vont avoir des impacts un petit peu plus long terme, d'autres qui vont être plus immédiates, mais peut-être avec un coût cash supérieur. Donc ça, c'est tous ces arbitrages qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Et encore une fois, le binôme DAF-DRH est absolument essentiel. Je vous donne un exemple. Chez l'un de nos clients, il y a absolument nécessité de mettre fin au contrat de travail de 2 ou 3 collaborateurs. Le premier, par manque de performance, tout simplement, un vendeur qui ne vend pas, c'est un petit peu compliqué, et 2 autres pour des raisons d'attitude. Dans cette période d'incertitude, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des éléments perturbateurs au sein des équipes. Ceci a été prévu dans la trajectoire de la masse salariale avec le DAF. Donc, manque de peau, enfin, manque de peau n'est pas un mot juste, mais dans la matière humaine, on n'agit pas toujours comme on le souhaite. Et ces trois situations prennent plus de temps que ce qui a été prévu. C'est important d'assumer ça à 2 et de se le dire. Pas tout simplement, enfin, pas pour se décharger, mais tout simplement pour identifier les conséquences et avoir des
des moyens alternatifs d'agir. Alors, typiquement, ce que nous avons fait chez ce client, c'est que nous avons été très vigilants aussi sur les aides de l'État à l'embauche. Et notamment, il existe actuellement une offre de la part de l'État pour aider les entreprises et les PME à embaucher du personnel de moins de 26 ans. Eh bien, nous avons utilisé cette aide, ce qui fait que les embauches qui étaient prévues, nous les avons fait là où l'État nous avait fléché les aides, c'est-à-dire sur du personnel de moins de 26 ans. Le deuxième critère, c'est que le niveau salarial soit inférieur à 2 fois le SMIC. Voilà, donc nous avons limité, je veux dire, l'impact en termes de temps en ayant une action en utilisant les aides de l'État sur les embauches qui étaient prévues. Donc, ça a minimisé l'impact. Et en travaillant à deux, non seulement la première nouvelle qui était un peu compliquée parce qu'on a dépensé plus que prévu, eh bien, c'était prévu et on allait chercher ensemble des solutions pour y faire face. Alors, dans la mise en œuvre, on l'a dit plein de fois, mais en fait, ça veut dire quoi? De rassurer le personnel qui va rester. C'est contre-intuitif. Hein. Très souvent, notamment les avocats ou les entreprises qui offrent un accompagnement sur les procédures collectives, vont se focaliser sur nous allons aider les gens qui partent. Alors, on va en parler un petit peu après, mais nous, notre point de vue, c'est d'abord quand même important de se focaliser sur l'équipe et sur les gens à qui on va travailler demain et après-demain. Donc, il y a des questions qui sont naturelles. Il ne faut pas les écarter du revers de la main. Forcément, quand on fait face à incertitude sanitaire, incertitude business, et en plus l'employeur va agir sur la masse salariale, c'est anxiogène. C'est normal, il faut le prendre en compte. Donc, les questions auxquelles on peut faire face, ça peut être à qui le tour, qui va faire le travail maintenant, s'il y a des départs, les gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent moins grâce à l'activité partielle, ils sont quand même rémunérés, alors que d'autres équipes peuvent se retrouver en suractivité. Bon, certes, il faut le comprendre, et il faut l'intégrer, en avoir conscience, garder le lien avec les équipes avec le bon niveau d'empathie, parce que ça permet de répondre au bon niveau. Et en plus, l'entreprise a des leviers pour agir là-dessus. Donc, si pour assurer la pérennité de l'entreprise, on agit sur les effectifs d'une équipe et qu'on demande à une autre de prendre un peu plus, eh bien, on peut parfaitement avoir des primes. Et des primes visibles en fonction du type d'équipe. Je vous donne un exemple. Chez l'un de nos clients industriels, pour les équipes opérationnelles, les ouvriers, nous avons mis en place des primes, peut-être d'un niveau relativement faible, néanmoins avec une fréquence accrue. Parce que c'est visible, parce que c'est de l'argent en plus, tout de suite. Aussi des bons d'achat. Enfin, voilà, des petites choses très simples, mais qui nous permettaient aussi d'avoir le lien, d'avoir un lien plus fréquent. De dire, nous vous donnons ça parce que, voilà, votre perf, le truc en plus que vous avez fait, c'est ça et ça. Pour nous, ça a de la valeur et on le récompense de telle manière. Pour les fonctions support, ça a été de dire, eh bien, pour l'année prochaine, nous prévoyons une augmentation sur la part variable qui est structurée de telle et telle manière. Bon, typiquement, on est allé sur plus de qualité, on est allé sur des objectifs de transformation qui étaient peut-être un peu vagues par le passé, qui sont maintenant beaucoup plus précis, et avec des fréquences d'entretien qui étaient accrues. Donc, de dire, on va vous augmenter l'année prochaine, on a conscience que vous êtes en train de faire plus, et en plus, nous aussi, en tant que manager, nous nous professionnalisons, et on est sur des objectifs qui sont plus précis, et avec une part variable, voilà, leur donner un horizon, une trajectoire. Un sujet que souvent, au niveau des ressources humaines, on met sur la table quand on discute, mais qu'on a du mal à mettre en œuvre pour de vrai dans notre vie, c'est la formation. C'est un outil formidable de reconnaissance pour les équipes. Donc, a fortiori, si on demande à des équipes de faire plus que ce qu'elles faisaient avant, elles ont besoin de plus de compétences, donc les former, c'est naturel. Mais ça peut être aussi de dire, cette année, on a fait, pendant la crise Covid, donc le bilan est très important, ça permet de flécher, d'aller augmenter encore les réussites de la période confinement.
et d'aller passer le message typiquement à quelqu'un qui n'était pas forcément en situation de management, qui s'est trouvé à être un vrai leader, lui dire écoute, c'est super ce que tu as fait, vraiment bravo, et on va t'aider à aller encore plus loin, on va t'offrir une formation sur le leadership. Et c'est important parce que c'est un signe de reconnaissance. C'est montrer aussi en plus dans l'entreprise que il n'y a pas que les grades, enfin l'aspect manager hiérarchique qui est important, mais le leadership transverse, le leadership tout court, c'est un vrai sujet. Et en fait, voilà, on touche plusieurs leviers chez les collaborateurs. On montre qu'on s'occupe d'eux, on montre qu'on a pris conscience des réussites et on va augmenter tout ça pour se focaliser, pour se projeter ensemble sur l'avenir. Enfin, dernier point, si on demande plus aux équipes, si on réduit les effectifs ou si on n'embauche pas les personnes qui étaient prévues, on va potentiellement demander plus à nos équipes. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'aller chercher des compétences très ciblées à l'extérieur et de se dire, tout ça, on le faisait mal pendant un temps, que ce soit sur de l'expertise financière, de l'expertise RH, que ce soit sur du digital, et je vais chercher la compétence fine qui va nous aider à être collectivement meilleurs. Et ça aussi, c'est un message très important, c'est de dire on travaille sur des dispositifs globaux pour la pérennité de l'entreprise et on va aller chercher la compétence qui nous permet d'être collectivement meilleurs. Alors, il y a des gens qui vont partir, potentiellement. Accompagner le départ, c'est plusieurs choses. C'est déjà avoir une vraie procédure qu'on appelle de offboarding, d'accompagner le départ, de faire un entretien de départ, éventuellement d'aller chercher du feedback auprès des gens qui partent pour s'améliorer dans la gestion d'entreprise. Mais c'est aussi de montrer collectivement que, en tant qu'employeur, nous avons conscience que c'est un passage qui est important et donc de donner des outils aux personnes qui partent pour aller chercher le job d'après, l'aventure professionnelle suivante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que chez Référence DRH, nous sommes capables non seulement d'accompagner, d'occuper la fonction de DRH dans l'entreprise, accompagner le dirigeant et donc l'ensemble des dispositifs que nous avons évoqués précédemment, nous avons aussi développé de façon très pragmatique et dans un esprit PME des petites formations qui permettent en une demi-journée de donner des outils aux personnes qui partent pour qu'elles partent avec une bonne image de l'entreprise et armées pour aller chercher le coup d'après. Un sujet important là-dessus, dans la mesure du possible, organiser le départ est excessivement important. Pourquoi? Parce que les personnes qui partent sont aussi garantes de l'image de l'entreprise. Donc, à ne pas négliger. Voilà, en conclusion, Marie, pourquoi nous? Qui sommes-nous? Alors, le groupe Référence, donc, nous sommes une entreprise innovante qui mettons à disposition des directeurs en temps partagé augmenté au sein au service des PME et ETI françaises. Donc, le groupe a été créé il y a plus de 10 ans. Donc, les fondateurs ont commencé par la fonction DSI à temps partagé augmenté. Et puis, des nouvelles marques se sont créées pour en fait accompagner nos dirigeants sur la totalité des fonctions de direction d'une entreprise. Donc, la fonction DRH, dont on a parlé, la fonction direction financière, et la fonction digital marketing. Et on a également une fonction un peu plus transversale de transformation digitale, notamment avec Référence Step, qui est notre activité conseil. Voilà, donc on est capable de vous accompagner sur toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer actuellement. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. On sera ravis d'organiser un échange personnalisé et aussi de mettre à disposition les bons interlocuteurs si ça ne concerne pas ni la DAF ni la DRH. Merci beaucoup, Marie. Alors, cette présentation a duré 35 minutes. Nous avons encore un petit peu de temps pour passer maintenant à un moment plus interactif. Si vous avez des questions à aborder, il y a dans le logiciel, sur la partie droite de votre écran, un accès chat qui vous permet tout simplement de nous poser des questions
qui vous intéresse, tant sur la partie présentation que sur le groupe référence, et nous pourrons y répondre très facilement. Donc, attendez, je vais me connecter. Eh bien, écoutez, je vois une première question qui concerne la posture du DRH en tant que technicien et à la fois en tant qu'accompagnateur du dirigeant. C'est effectivement une question importante parce que le DRH, et a fortiori un DRH au sein de notre entreprise, enfin, de référence DRH, doit à la fois être un technicien, c'est-à-dire travailler avec la DAF, avec le dirigeant, à trouver les bonnes solutions adaptées à court terme et à plus long terme pour agir sur la masse salariale, mais également pour accompagner le dirigeant. Et cette double posture, c'est-à-dire deux techniciens, d'experts, et en même temps, alors j'ai employé le mot coach, il est un peu galvaudé, mais je l'entends dans le sens être capable de s'asseoir à côté du dirigeant et de l'accompagner sur sa posture. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu beaucoup pour une seule personne, mais c'est pour ça qu'on a pensé cette méthode comme cela, parce que l'enjeu, comme nous l'avons partagé précédemment, l'enjeu pour nous est vraiment d'avoir un dirigeant qui se place au bon niveau en termes de discours collectif, individuel, et tout simplement se poser les questions. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué, un peu conceptuel, mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les 3 messages qu'on va passer, qu'est-ce qu'on va faire à court terme, à moyen terme et à long terme, et d'avoir un dirigeant qui sache aller serrer la main et passer 5 minutes avec les personnes clés et les rassurer, leur dire qu'ils comptent sur eux. Donc, si c'est un dirigeant qui fait ça naturellement, c'est tout simplement de l'aider à le faire, de le placer dans l'agenda. Parce que dans cette période, la plupart des dirigeants sont quand même excessivement occupés. Donc, lui dire, si, Michel, vraiment, je t'assure, demain matin, il faut y aller, ils sont là. Bon, d'accord. Et si c'est plus dur pour le dirigeant, il peut y avoir aussi des... Créer le forum. Oui, exactement. Créer l'occasion. Créer l'occasion, peut-être le faire avec lui. Nous avons parmi nos clients des dirigeants qui sont un peu experts, qui ont créé des startups, un peu en mode, vous ne le répéterez pas, mais en mode un peu savant fou, qui imagine des choses, en mode un peu chercheur, et ça peut être difficile pour eux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le droit d'avoir les qualités et les défauts que l'on a. Donc, dans ce cas-là, en fait, le rôle du DRH sera tout simplement d'aller s'asseoir et de dire c'est important de le faire parce qu'on a besoin de ces équipes-là et je vais le faire avec toi. Donc, les 4-5 mots-clés à placer dans la conversation, ce sera on travaille à long terme, on va le faire avec toi, tout simplement prendre le temps aussi de savoir où en est le collaborateur dans les projets qu'il mène, s'intéresser à lui, et voilà, en 10 minutes, en un quart d'heure, on peut rassurer les gens. Donc, oui, c'est possible pour un DRH d'être à la fois sur un niveau, je fais avec le dirigeant, je ne fais pas à sa place, je fais avec, je ne me substitue pas, je fais avec lui et je lui donne les bons enjeux humains, et d'être un technicien et de descendre sur la rédaction d'un préaccord, sur la rédaction des ruptures, et ainsi de suite. La réponse est oui. Une autre question, peut-être? Alors, la rupture conventionnelle individuelle, oui. Alors, ça, effectivement, la rupture conventionnelle, c'est pour qu'une rupture conventionnelle soit valable, c'est un accord. C'est-à-dire qu'on, c'est comme dans un couple, on se sépare à l'amiable. Ça veut dire qu'on a tous les deux envie de se séparer. Et formellement, cela doit venir du collaborateur. Donc, effectivement, la rupture conventionnelle doit être à l'initiative du collaborateur et issue ensuite d'un échange. Il faut que l'employeur soit d'accord. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, oui, tout à fait. C'est comme cela que cela fonctionne. On a peut-être le temps pour une dernière question, peut-être pour Marie sur la partie finance.
Bah, écoutez, on est au bout. Ce qui nous reste à vous proposer, c'est de prendre contact avec nous si vous souhaitez un échange plus personnalisé. Vous avez les coordonnées de Marie Envers pour la finance. Voilà. Donc, mwedekmenard@referencedaf.com. Et en couleur or pour moi-même, la partie DRH, et le numéro de téléphone sont disponibles dans cette planche. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire et pour toutes vos questions. Bonne journée et à très bientôt, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous.